Du coup, je vais vous faire la petite partie, grosse partie. Bon, la plus grosse partie, c'est les entérobactéries et le Pseudomonas aeruginosa, puisque c'est lors de vos stages ou de la clinique, vous verrez que c'est probablement les plus rencontrés, sachant que les Coccinellus ont une grande partie aussi, mais dans d'autres contextes que Florian traitera après. Et que c'est ceux qui posent le plus de problèmes actuellement de résistance, comme vous devez le savoir, pour différentes raisons dont on va parler. Et donc, c'est important que vous les connaissiez. Donc, comment on connaît les entérobactéries? L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, il y a les noms de bactéries, et ensuite, quels sont leurs phénotypes de résistance, que ce soit acquis ou naturel. Alors là, c'est souvent, quand on démarre premier semestre, hop, on est perdu. Alors, l'idée, c'est vous allez voir, en infectieux, on aime bien classer. C'est classer déjà le diagnostic clinique, comment on documente. Et ensuite, quand on documente, c'est de savoir, cette bactérie, quelle résistance naturelle elle va avoir. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner en probabiliste ou pas. Et ensuite, la résistance acquise, pour comprendre si ça va se transmettre aux autres patients, merde, on va faire un cluster de BMR, de BHRE, donc on sera encore plus emmerdé. Et ensuite, comment traiter tout ça. Donc, c'est important pour vous de savoir, même dans la pratique, ce n'est pas que de la branlette intellectuelle, il y a les résistances naturelles, ça vous permet de définir le phénotype sauvage. Donc, c'est vrai que trop souvent, sur les comptes rendus de réa, même tout type, c'est j'ai un entérobactère cloaqué, alors augmente un R, céphotax R, voilà. Et en fait, il faut savoir si c'est sauvage. Hop, voilà, un mot, on a résumé l'antibiogramme. Il n'y a pas besoin de citer tous les antibiotiques comme trop souvent on voit. Ou le phénotype anormal, avec acquisition, souvent, tu en as touché un mot, les plasmides, les transmissions plasmidiques. Est-ce qu'il a acquis une plasmide d'intérêt, type la plus connue, la BLSE, et donc savoir, BLSE, c'est quel phénotype de résistance et comment je vais le traiter. D'accord? Donc, c'est important de savoir pour ça. Parce que c'est vrai que sinon, on se dit, pourquoi j'apprends le gène, je ne sais pas quoi. Et donc, pour donner un peu plus d'intérêt encore, je vais aborder un peu les nouveaux antibiotiques. Parce que vous êtes encore jeune, vous avez évolué. L'émergence de résistance, c'est un vrai problème. C'est dans les top 1, dans le top 10 des combats de l'OMS. L'émergence de résistance aux antibiotiques, parce qu'après, on peut arriver en impasse. Et donc, la pharmacie, les labos pharmaceutiques ont quand même développé des nouveaux antibiotiques et dont on va voir comment les utiliser et quand les utiliser. Parce que vous allez avoir des questions comme ça qui vont se poser, parce que quand on arrive devant un patient avec des antibiogrammes quasiment toto-R ou ceux qui sont hospitalisés longtemps, ça dépend évidemment de l'écologie locale. C'est-à-dire que Bichat, on en a discuté tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait pareil que Cochin, ou même, je ne sais pas, la HUGP. Mais il faut avoir cette notion parce que quand vous arrivez avec un patient état de choc septique avec une colonisation, par exemple dans le poumon, qui est connue et qui refait une pneumonie, vous allez dire, merde, qu'est-ce que je mets pour pouvoir sauver mon patient. D'accord? Et donc, les nouveaux antibiotiques, je vous en toucherai un mot. Là, juste pour vous présenter un peu les noms, mais je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ouais, quand même, dans la majorité. Donc, ceftazidime, avibactam, connu sous Zavicefta, dans la versant. Donc, un nouvel inhibiteur de bêta-lactamase, on verra, qui est très utile. Ceftolozane tazobactam, donc c'est à l'inverse, c'est une nouvelle céphalosporine qui était longtemps en rupture de stock, mais qui est revenue. Donc, on va voir comment l'utiliser. Imipenem, relebactam, meropenem, vaborbactam, on en touchera un mot, mais qui sont peut-être d'intérêt plus limité, mais on verra. Et ensuite, ceux qui sont un peu à la mode, ceux qui sont aussi un peu sexy par leur mécanisme. C'est le cas du céphidérocol. Vous en avez déjà entendu parler, céphidérocol? Bon, ça, c'est un peu plus sioux, mais en tout cas, c'est encore une nouvelle céphalosporine qui se caractérise par qui est une autre classe encore de céphalosporine, c'est-à-dire que c'est hors C1G, C2G, c'est même, on pourrait parler de 5e génération, accroché à un sidérophore. Et en fait, l'idée, c'est que les bactéries, elles sont obligées d'utiliser du fer. Et donc, ils l'ont accroché à du fer, comme ça, hop,
la bactérie, elle va absorber le fer et absorber l'antibiotique. Comme vous avez pu voir, les effets d'imperméabilité, du coup, ça ne marche pas très bien sur elles parce qu'elles sont obligées d'absorber du fer. Et donc, ça va rentrer quand même dans la bactérie et pouvoir inhiber, comme vous avez pu voir, la synthèse de pardon. Ensuite, d'autres antibiotiques, mais ça, je n'en toucherai pas grand mot, mais pour que vous ayez des notions, les nouvelles quinolones, les nouvelles cyclines, etc. C'est vrai que je n'ai pas remercié le chef de service de Laurence Armand-Lefebvre de service de microbiologie d'ici, parce que j'ai beaucoup emprunté ses diapos. Et je n'en touche pas mot maintenant. Du coup, pour connaître et pour classer et savoir comment on traite ces bactéries, bah, c'est important de savoir les classer, ça je l'ai déjà dit. Mais les classer comment? Donc, il y a deux classifications qui sont quand même à connaître pour savoir comment réfléchir face à une bactérie. Il y a la première, mais celle-là, vous avez forcément entendu parler, le classement des entérobactéries, la classification des entérobactéries. Est-ce que ça vous dit tous quelque chose? Est-ce que vous trouvez ça facile à retenir? Ça a toujours été difficile. Donc, moi aussi, au début, j'étais comme vous, 5 groupes, 6 groupes. Parfois, on en ajoute encore. Parfois, on en retire un peu. Je ne sais plus lesquels. Donc, on peut simplifier ces classifications et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'impact, c'est directement thérapeutique. C'est les résistances naturelles. Ça permet de classer les résistances naturelles aux bêta-lactamines. Donc, de savoir si, par exemple, sur une Klebsiella, je peux mettre de la MOX. Est-ce que je peux mettre de la MOX? Non, effectivement, parce que c'est un groupe 2. Donc, de base, elle a déjà une pénicillase de bas niveau initialement, et donc ça dégrade l'amoxicilline. Et donc, souvent, comment je le résume, souvent aux externes, mais c'est également valable pour les internes, il y a le groupe 0, groupe 1, c'est-à-dire qu'on pourra traiter, si elle est sauvage, donc la définition de sauvage, par de la MOX. D'accord? Donc, vraiment, il y a ces groupes 0 et 1. Ensuite, il y a les groupes 2 qui sont donc chef de file 0,1, donc salmonelle vraiment 0, et E. coli, Escherichia coli, l'entérobactérie par excellence, la plus fréquente, que ce soit en communautaire ou même, on peut dire, parmi les plus prédominantes, incidentes en nosocomial, l'Escherichia coli. Ensuite, groupe 2, chef de file, la Klebsiella sauf aérogénèse. Vous savez que c'était anciennement appelé Enterobacter aerogenes. Donc, c'est la seule exception. C'était juste pour vous piéger qu'ils ont inventé ça, les microbiologistes. En tout cas, c'est la Klebsiella et le Citrobacter causeri qui sont les chefs de file du groupe 2. Donc, cela à retenir, Klebsiella, groupe 2, résistant à l'amoxicilline de base. Ensuite, on classe groupe 3. Donc, groupe 3, c'est la particularité dont on va approfondir un peu parce qu'ils ont une céphalosporinase. Avec la particularité, vous verrez, des répressions, ça vous dit quelque chose? Des réprimés, non déréprimés. Donc ça, on va toucher un mot. Chef de file. Donc c'est bien d'avoir des noms de chefs de file pour pouvoir les retenir. Entérobactère. Entérobactère, qui est une entérobactérie, mais souvent, parfois, c'est pas très clair. Entérobactérie, entérobactère, parfois, il y a une confusion. Donc c'est important de savoir entérobactère, chef de file, entérobactère cloaqué, qui est le plus fréquent des entérobactères. Et Citrobacter frundi, on touche un mot, est-ce que c'est rigolo, le moyen technique, parce qu'il y a déjà Citrobacter causeri. Alors parfois on se demande, merde, c'est lequel qui est résistant du groupe 2, groupe 3? En fait, frundi n'est pas ton ami. Et donc il est groupe 3, donc c'est un peu plus embêtant. Ensuite, groupe 4 et groupe 5, c'est probablement des groupes que vous pouvez mettre de côté dans votre mémoire. Si vous avez une mémoire un peu limitée, vous pouvez les passer parce que c'est déjà beaucoup moins fréquent et avec un impact du coup thérapeutique qui vous servira moins. Yersinia, donc la plus connue c'est Yersinia pestis, mais bon la peste, vous ne l'avez pas revue. J'espère pas pour vous. Et céphiroximab, donc protéine vulgaris, mais souvent ça reste sensible à l'augmentin, l'acquisition de résistance et immunité. Donc c'est des choses que vous pouvez mettre un peu de côté et retenir vraiment. Groupe 0,1, voilà, c'est les petits gentils. Groupe 2, moyen gentil. Et on commence à être méchant quand c'est groupe 3. Pourquoi, d'ailleurs, c'est méchant les groupes 3? Pourquoi? Parce que ça peut toucher les céphalosporines. Et vous savez que la première ligne qu'on utilise quand un patient arrive, c'est C3G. Et donc, quand c'est une céphalosporine qui dégrade les C3G, ça pose problème. Donc, on verra ça un peu plus tard.
Deuxième classification, donc là, on rentre un peu dans le dur, c'est les carbapénémases, on en a touché un mot. Bon, certes, ça dépend de où vous êtes, mais vu l'émergence des résistances, vous allez forcément en entendre parler. Donc, les carbapénémases, c'est par définition un mécanisme de résistance enzymatique qui va dégrader les bêta-lactamines, dont les carbapénémases. Et donc, vous voyez, les carbapénémases qui ont été décrites comme Florian le meilleur antibiotique, bah, quand ça ne marche plus, bah, on est un peu embêté. Et donc, c'est savoir comment on va classer également pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre face à une carbapénémase. Parce que sinon, on est en impasse thérapeutique, le patient peut mourir d'un choc septique d'infection par carbapénémase. Et donc là, pareil, on peut classer différemment. Il y a des mots, je pense que vous pouvez connaître. KPC, dit quelque chose? Non? KPC. Donc les chefs de file de chaque groupe, celle que vous devez connaître, pas de thème, bon voilà, mais surtout KPC, on verra que c'est pas mal, ça permettra de faire réviser un peu de géographie. NDM, pareil, le New Delhi, d'ailleurs il y a un peu de trucs, mais les métallobélactamases. Donc ça, c'est un peu les grands méchants, parce que vous voyez que ce qu'il y a en dessous, ça dégrade toutes les bêta-lactamines. Et donc ça, c'est les plus méchantes, c'est-à-dire que on va voir, les alternatives sont quand même plus difficiles à trouver. Mais chef de file, donc NDM, voilà. VIM, c'est un truc que vous devez voir passer de temps en temps, parce que les pseudomonas peuvent être VIM seuls, et par miracle, on peut mettre l'astonam. Ça, on verra pourquoi. Et ensuite, bah, c'est AMP, donc c'est les céphalosporinases. Donc, par exemple, l'entérobactère dont on parlait, bah, ça rentre dans là, ils ont une AMP plus ou moins inductible. Et ensuite, le groupe D, les oxa. Donc, les oxacillinases, donc c'est oxa 23. Ça dit quelque chose, ça, ou pas? Non, pas du tout. Je vais l'arriver. Donc, c'est des choses que vous pouvez voir. Et donc, l'oxa, c'est un peu la gentille des carbapénémases, parce que, comme vous voyez, ça peut rester sensible à, par exemple, au C3G. Et en fait, c'est simplement quand ça cumule les résistances que là, on rentre dans la difficulté, et on verra ça un peu plus tard. Donc là, c'est vrai que j'ai mis la réponse d'emblée, mais c'était un Escherichia coli. Quand vous voyez un antibiogramme, donc je vous ai montré, j'ai mis quelques diapos de boîtes pour vous mettiez un peu à la place du microbiologiste, et donc après le microbiologiste, bah, c'est vous. Donc savoir comment reconnaître un antibiogramme. C'est des abréviations, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le dire. Là, c'est un Escherichia coli sauvage, parce que, vous voyez, tous les disques sont larges. Vous voyez comment ça se passe un antibiogramme? C'est par exemple, vous faites un prélèvement respiratoire, vous l'envoyez, ils le techniquent, ils prennent le bout de bactéries qui reste, c'est-à-dire qu'après ils centrifugent, etc. Et ils l'ensemencent sur une boîte de gélose, quand ce n'est pas automatisé en tout cas. Donc la plupart des centrifuges sont comme ça, ils ensemencent, une petite boîte pour identifier la bactérie assez vite, et une grande boîte avec un antibiogramme. Quand ça a poussé, ils le repiquent et ils le mettent. C'est pour ça que vous mettez 48 heures. C'est-à-dire que la première, c'est faire pousser la bactérie. S'il y a de la bactérie, ils prennent, ils mettent sur l'antibiogramme, sur une grosse boîte. Donc ça met 24 heures pour avoir la pousse et 48 heures pour avoir l'antibiogramme. On verra qu'il y a des nouvelles méthodes pour aller plus vite, mais ce n'est pas l'objectif de ce topo. Et donc, vous voyez, bah, quand les disques sont grands, c'est que c'est sensible, parce que c'est des disques d'antibiotiques. Ah ouais, c'est vrai que tu as toutes les réponses. Bon, bah. Là, quand vous tombez sur un antibiogramme comme ça, un pénicillase de bas niveau, du coup, on a dit résistance naturelle, quelle bactérie vous attendez à voir sur ce genre d'antibiogramme? Klebsiella, oh, vous retenez bien, hein? C'est pas mal. Donc là, Klebsiella pneumoniae, chef de file. Donc, comment ça se présente? Vous voyez, quand c'est résistant, c'est vraiment contact. D'accord? C'est ce qu'on appelle contact au disque. Donc, c'est vraiment résistant. Donc, on ne pourra pas traiter par amox. D'accord? C'est vraiment pour vous faire voir que ça inhibe plus du tout la pousse de bactéries. Donc, c'est comme si vous mettez rien. Là, de nouveau, pénicillase de haut niveau. Donc, ça, je reviens pas dessus parce que Florian a déjà touché un mot. Donc, là, c'était un colis qui a acquis une pénicillase de haut niveau. Vous voyez que le diamètre, comment on le reconnaît? Le diamètre de l'augmentin est franchement diminué. D'accord?
Pareil pour la piperacilline, vous voyez, le diamètre est franchement diminué. Donc, PCase de haut niveau, puisque ça touche même quand les inhibiteurs de bêta-lactamase. Et donc, comment on réfléchit face à ça? Parce que le colis, on a dit, bon, bah, c'est pas normal qu'il ait une PCase. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si les débuts de la réflexion d'antibiotiques, de résistance en tout cas. Donc, souvent, quand on arrive devant un groupe 0 et 1, donc on a dit, hein, on les regroupe ensemble parce que les mécanismes de résistance sont faciles à identifier. On regarde si c'est sensible à l'amox ou pas. Si c'est sensible à l'amox, c'est que c'est sauvage. D'accord? C'est vraiment ça le message, c'est que vous puissiez dire, ah, si tout est sensible, bah, c'est qu'il est sauvage. D'accord? Ça, c'est valable pour le groupe 1 et 0. Ensuite, si c'est résistant à l'amoxicilline, un des objectifs, c'est de savoir bah, quel est le mécanisme de résistance, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Donc, on regarde techniquement la ticarciline, bon, bah, ça confirme que ce n'est pas normal, que ça dégrade d'autres pénicillines. Et ensuite, on regarde assez rapidement l'augmentin. Si on arrive à récupérer ou pas la sensibilité, est-ce qu'on arrive à l'inhibiteur de bêta-lactamase, est-ce qu'elle est, non efficace sur cette pénicillinase? Donc, si c'est S augmentin, PCase de bas niveau. Donc, je pourrais traiter par augmentin, selon le type d'infection, mais on peut traiter par l'augmentin. Si c'est intermédiaire ou résistant, hop, on regarde l'autre niveau, le deuxième niveau. On regarde les céphalosporines de troisième génération, et là, si c'est S, si c'est sensible, ou si c'est R. Si c'est S, donc pénicillase de haut niveau, puisque ça reste sensible au C3G, mais c'est résistant à l'augmentin. Et il y a la petite particularité du tri. Bon, ça, c'est au niveau de dessus, mais ça sert à retenir pour vous. Et ensuite, si c'est R, alors là, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que si c'est R, c'était notre première ligne d'antibiothérapie. Pyélonéphrite, c'est 3G. C'est 3G en probabiliste. Ah bah merde, si c'est résistant, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, dans ces cas-là, effectivement, on regarde le céfépime, que vous avez pu voir avec Florian, pour introduction. Donc, si c'est S, donc c'était une céphalosporine, d'accord? Céphalosporinase, pardon. Céphalosporinase, donc que ça soit plasmidique, c'est assez rare, ou la céphalosporinase de base, vous avez vu que c'est un groupe 1, elle peut parfois être hyperproduite. Et ensuite, bah, le principal problème, en tout cas de la transmission d'émergence, c'est les BLSE. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir sur un groupe 0 et 1. Donc, groupe 0 et 1, vous mettez en tête un peu cet algorithme et vous regardez, vous savez quoi regarder dans l'antibiogramme. Amox, Amox R, augmentin, augmentin R, C3G, hop, j'ai trouvé. Céfépime, Céfépime R, BLSE. OK? BLSE, précaution contact. Bon, voilà. OK? Ça va? Ça semble pratique un peu? Groupe 2. Groupe 2, on a dit, c'est les moyens gentils. Les Klebsiella. Donc, les Klebsiella, on sait, maintenant vous savez, résistance naturelle, Amox. Donc, on n'est pas étonné. Bon, Amox R, de toute façon, je ne l'aurais pas mis sur un groupe 2. Ça, vous pouvez le dire maintenant en stage. Ensuite, vous regardez l'augmentin. Parce que du coup, est-ce que, de la même façon, est-ce qu'on arrive à rétablir avec un inhibiteur de bêta-lactamase la sensibilité? Si on arrive à rétablir, hop, PCase de bas niveau. Et ça, elle l'a déjà, donc elle est sauvage, vous pouvez le dire. D'accord? Klebsiella, tout sensible, sauf l'amox, sauvage. OK? Ensuite, si c'est I ou R de la même façon, on regarde les C3G. Les C3G, si c'est S, PCase de haut niveau. Bon. C'est la même chose, donc je n'ai pas besoin de retenir de nouvelles choses supplémentaires. C3GR, pareil, on regarde le céfépime, céfépime S, céphalosporinase, céphalosporinase qui est finalement assez rare, et c'est très souvent des BLSE pour les Klebsiella. Parce que, vous voyez, ce n'est pas les groupes 1 qui ont déjà une céphalosporinase qui peut se déréprimer, bah là, c'est franchement plus rare. D'accord? Donc, ça doit vous étonner si ça reste sensible au céfépime. Et d'ailleurs, c'est même une des questions que vous pouvez poser à votre laboratoire, c'est, vous êtes sûr que ce n'est pas une BLSE? Parce que mettre quelque chose qui va marcher ou ne va pas marcher, ça va impliquer un impact important. C'est vrai que les BLSE, il y a même des interprétations d'antibiogrammes parce qu'on sait qu'il y a un risque d'échec si on traite avec, par exemple, une BLSE qui reste sensible
parfois les C3G ou à l'augmentin même. Il y a des BLSE qui restent sensibles à l'augmentin parce que ça peut être inhibé par l'inhibiteur de Vitamase. C'est à haut risque d'échec. Donc, un petit cas clinique d'un germe identifié sur un LBA que j'avais réalisé après 5 jours de ventilation mécanique. Donc, je vous ai mis un petit antibiogramme. Alors, comment vous avez interprété? C'est bien au chat ou pas? Ouais. Une question sur le germe. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Qu'est-ce que c'est comme germe? Alors, vous pouvez commenter je vais mettre les questions. Alors, un peu ça. Oh. C'est vrai que là, j'ai switché. Ça rend un peu, je pense. Alors, vous pouvez commenter en voix haute. Qu'est-ce que c'est comme mécanisme de résistance? Et du coup, quel germe vous pouvez en déduire? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Du coup, je ne peux pas vous faire voter. Si, ça marche. Ah, vous voyez le questionnaire? Ah, attends, c'est parce que c'est peut-être pas le truc qui est partagé en nous. C'est vrai que c'est bizarre parce que tu peux voir que le diapo, alors celui-là, il me fait du tout. Bon, en tout cas, vous avez répondu, alors je vais voir les réponses directement. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc, la majorité, pour commenter en live, ont répondu à 80%. Bon, il y en a 8, quoi. Entérobactère cloaqué, 6 Citrobacter frundi. Donc, vous pensez à quel groupe, alors? C'est bactéries sauvages. Groupe 3. Ah, c'est bien, vous retenez vite. Vous connaissiez déjà, vous êtes déjà des experts. Alors, pourquoi vous êtes venus un lundi soir? 2 ont répondu les Chacha coli, 3 Klebsiella, donc groupe 1 et groupe 2, et Citrobacter causeri. Donc, on va commenter tout ça. Alors, pardon, on va faire ça. Hop. Et donc, effectivement, c'était un groupe 3. Donc, bravo à tous. Donc, vous avez commencé à voir les réflexes et vous avez directement regardé les céphalosporines. C'est ça que vous avez fait. Parce que c'était un piège, effectivement. Parce qu'on n'a pas approfondi cette thématique. Et donc, on a beaucoup parlé des groupes 0, 1 et 2, mais il y a effectivement le groupe 3. Et comment faire la différence, un groupe 3 et un groupe 2? On regarde un peu les C1G pour voir si c'était ça, sur l'antibiogramme en tout cas. Et donc, ça me permet d'introduire directement là un peu l'algorithme de réflexion qu'on devrait avoir devant une entérobactérie du groupe 3. Parce que c'est rare finalement qu'on ait un antibiogramme sans identification, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire qu'on fait pousser sur une boîte, on identifie et on ensemence l'antibiogramme. Donc souvent, on a l'antibiogramme après. Mais imaginons que c'est un peu effacé. Bon, en tout cas, le groupe 3, donc chef de file entérobactère cloaqué, on sait de base que ça va être résistant à MOX et augmentin. Donc dans ces cas-là, souvent on regarde la ticarciline. Ticarciline, si c'est sensible, on va regarder les C1G et les C2G. Et dans ces cas-là, ça dégrade les petites céphalosporines, donc céphalosporinase de bas niveau. Et dans ces cas-là, le groupe 3, si elle est sensible à tout le reste, on peut dire qu'elle est sauvage. D'accord? Donc ça, c'est ça. 4 jours après, vous avez traité par céphotaxime-amitril. Après 4 jours de traitement, vous faites un autre LBA parce qu'il s'aggrave de nouveau sur l'état respiratoire. Vous faites un LBA et vous avez 10 puissance 5 d'une bactérie que vous n'arrivez pas à identifier. Par contre, l'antibiogramme, il est celui-là. Il est celui-ci, pardon. Donc celui-ci, qu'est-ce que vous... Voilà, je vous laisse un peu regarder. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre algorithme de réflexion? Pourquoi répondre du coup à cette question? Bien. Répondez sur Clap. Vous l'avez? Que s'est-il passé? Donc, est-ce que c'est une mutation de PLP qui a apparu, imperméabilité, des répressions de céphalosporinase, efflux ou acquisition d'une pénicillase?
Donc ça, vous voyez, c'est toutes les notions que Florian nous en a parlé, et maintenant, on va le mettre en pratique. Qu'est-ce que vous suspectez là actuellement? Est-ce que vous êtes surpris, pas surpris? Vous n'avez pas l'air d'avoir de tête de surpris, là, non? Ah, merde. Résultat, on a entendu. Dérépression de la céphalosporinase en grande majorité, mais il y a quand même imperméabilité et acquisition de pénicillinase. Pas très bien. On y revient. On peut passer le truc. Et toi sur le noir. Ah oui, ça ne marche pas. Alors, pardon, si j'arrive plus à passer les trucs. Quand on va en fait. On va poser une pause. Réflexion. Je repartage. Okay. Je crois qu'on peut mettre tout ça. Bon, l'autre, c'est bien. Ah, c'est le début. C'est bon, ça. Ok. Ok, que s'est-il passé? Donc, effectivement, on regarde comment vous avez eu cette notion de « Ah, zut, bah, du coup, qu'est-ce qu'on m'a appris tout à l'heure ?» C'est qu'on regarde le céphépime. Le céphépime était effectivement sensible, et donc, ça confirme que c'est une céphalosporinase. On avait dit que quand le céphépime est, quand on a une résistance aux C3G, on regarde le céphépime. Si le céphépime est conservé, c'est que c'est une céphalosporinase. Et vu que c'est résistant au C3G, bah, elle est déréprimée. C'est-à-dire et on verra le mécanisme, pourquoi c'est si important chez les groupes 3 de savoir que c'est un groupe 3 et comment le traiter, parce que c'est ce risque de dérépression et donc d'acquisition de résistance secondaire à la mise sous antibiotiques. Et en revanche, quand c'est I ou R, bah, on verra après. Donc, cette notion de céphalosporinase, elle est importante dans les groupes 3 parce que elle est de bas niveau de base. Donc, on se dit, ah, bah, c'est tranquille, on peut traiter par C3G. Et en fait, il y en a certaines, dont l'entérobactère, notamment cloaquée, où quand on l'expose à des C3G, par exemple, bah, elles peuvent déréprimer. Et donc, cette fameuse OMC, l'induction de OMC, j'aurais pu mettre un peu à jour ce truc. Mais en tout cas, la dérépression, bah, c'est mécanistique, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, il y a deux mécanismes probablement, même si ça commence à être assez bien étudié, mais il y a un mécanisme de sélection, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà déréprimé, et donc ça va sélectionner celles qui expriment cette céphalosporinase déréprimée, et en même temps, l'induction, donc c'est cette phénomène inductif de sécrétion, plus on l'expose, plus ça va sécréter cette céphalosporinase. Et donc, induire par, vous voyez, des gènes, bon, peu importe, on ne va pas faire un petit peu de mécanistique, mais en tout cas, ça va être l'augmentation de l'expression de cette céphalosporinase qui va faire que ça va être résistant au final au C3G. Donc là, je vous ai mis la méthode de sélection. Vous voyez, comment on sélectionne? Ça, vous connaissez bien Darwin, je pense. Donc là, c'est ce qui a été identifié. Donc, on fait l'antibiogramme, vous voyez, on prend la colonie, mais on peut prendre la colonie qui est sensible et pas celle qui est résistante. Et donc, on fait l'antibiogramme, ah ben c'est S. Donc, on traite, hop, échec, parce que celle qui était pas sensible au céphalotaxime, elle va pouvoir se multiplier et faire que ça rechute, voilà, vous voyez, à 4 jours, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, il y a déjà la réponse. Donc, mais à différencier d'une BLSE, et donc, par exemple, le cas de la Chachacoli ici, vous regardez, c'est Céphépime R. Donc là, d'emblée, vous pouvez même lire de plus en plus rapidement après les antibiogrammes. D'accord? Et on voit l'une des particularités qui est, on en a discuté juste avant, le débat sur la piptazo sur les BLSE. Donc ça, on peut en discuter parce que ce n'est pas le sujet du topo aujourd'hui, mais on peut en discuter, c'est toujours intéressant. Donc BLSE, vous voyez que l'une des particularités des BLSE, notamment du groupe 0,1, c'est que ça reste sensible à la céfoxytine. Et
donc, on va parler aussi d'alternatives au carbapénem parce qu'on essaie d'épargner les carbapénem. Parce que face à une BDSE, souvent, et le traitement, c'est les carbapénem. Et donc, pour épargner, parce qu'on a très vite constaté que si on utilisait des antibiotiques, les bactéries, en fait, elles sont plus malignes que nous, elles sélectionnent beaucoup plus vite que nous, parce qu'elles meurent, elles revivent, elles meurent, elles revivent, et donc elles mutent et elles se passent même des mutations. Donc, ça va très vite en émergence de résistance. Et donc, pour épargner et éviter l'émergence des carbapénémases et la diffusion des carbapénémases, on a décidé d'épargner les carbapénémases. Mais ça, ce n'est pas le topo d'aujourd'hui non plus, mais on pourra en discuter également. Donc, l'LGG-Poly BLSE, comment ça se voit sur une boîte? Comme je vous l'ai dit, c'est résistant au C3G. Donc, on teste au labo la ceftazidime pour dépister cela. On voit que cefepime, ça reste réduit. Bon, voilà. Et en fait, ce qui est typique, c'est cet aspect de bouchon de champagne. C'est-à-dire que l'inhibiteur de bêta-lactamase, l'acide clavinamique de l'augmentin, elle va induire un bouchon de champagne, c'est-à-dire qu'elle va rétablir une partie de la sensibilité. D'accord? Ça, c'est uniquement in vitro. Hein. Ne retenez pas de mettre de l'augmentin pour une BLSE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous voyez, dans un laboratoire peu expérimenté, ils peuvent interpréter, surinterpréter, et ils vous rendre une bactérie qui a une porteuse d'une BLSE, augmentin S. Et donc, il faudra penser que si c'est résistant au C3G et au cefepime, de ne pas mettre l'augmentin. D'accord? Donc, la différence, parce que souvent on confond, on peut être amené à confondre, parce que c'est résistance au C3G. C'est souvent ce qu'on apprend quand on est externe, je crois. Résistance C3G, BLSE. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a deux mécanismes différents. Il y a le mécanisme le plus fréquent et plasmidique, BLSE, et la résistance chromosomique, donc qu'elle a en soi, mais qu'elle déréprime, la céphalosporinase déréprimée. Et donc, comment on fait la différence entre les deux? Il y a au niveau des boîtes, donc cette synergie, mais ça c'est le microbiologiste qui peut vous dire, mais il peut vous répondre si vous avez un doute. Vous voyez, c'est bizarre que ça soit résistant au cefepime quand même, vous êtes sûr que ce n'est pas une BLSE, C3G, vous êtes sûr que ce n'est pas une BLSE, paf. Céphoxytine, donc vous voyez, une céphalosporinase, par définition, ça va dégrader la céphalosporine, donc ça ne sera pas sensible à la céphoxytine. Cefepime, on a discuté, donc BLSE, ça atteint aussi le cefepime. Et les co-résistances, la BLSE, en fait, vu que c'est une diffusion plasmidique, en fait, c'est souvent associé à d'autres mécanismes de résistance. Et on va voir cela. Et donc, c'est là où j'introduis un peu les nouveaux antibiotiques, parce que pour épargner les carbapénem, et qu'on a vu que l'explosion des BLSE, d'accord, je ne vous ai pas montré les courbes, mais c'est vrai que, vous voyez, dans les pays du Sud, par exemple l'Italie ou la Grèce, c'est déjà catastrophique. Hein. Au communautaire, c'est plus de 50% de BLSE. D'accord? Et encore, je pèse mes mots, c'est même 70% maintenant. Donc, et même maintenant, c'est l'émergence des carbapénémases là-bas, c'est en train d'exploser. Donc, ça remonte tout doucement jusqu'à qu'on ne puisse plus respirer. Et donc là, l'idée, c'est de savoir un peu avant pour savoir comment vous allez soigner ces patients-là. Donc, il y a le nouvel antibiotique Zavicefta, dont je vous ai parlé, donc je ne vais pas dire de marque, ceftazidime avibactam, qui a une efficacité grâce à ce nouvel inhibiteur de bêta-lactamase, elle est efficace sur les BLSE. Et donc, en fait, ça inhibe très fortement les BLSE, et donc ça rétablit la sensibilité. Idem pour les dentiers. Ceftothioso, on verra, c'est un peu annexe, on s'en sert plutôt pour le pseudomonas, on verra plus tard. Et donc, les co-résistances, juste pour que vous ayez un peu en tête, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Ah, j'ai une BLSE, du coup, j'ai quand même tenté de mettre des quinolones avec. » Et en fait, vous voyez que les co-résistances, là, c'est une étude locale de Bichard, où les co-résistances peuvent être quand même très élevées. Donc, les co-résistances, on probabilise, on mettra rarement, finalement, une quinolone en bithérapie sur une implantation dans choc septique. Et donc, le rationnel de rajouter un patient en choc septique de la nicacine, c'est justement pour se dire que si c'est une BLSE, par exemple, les recommandations pyélonéphrite, choc septique, mais non colonisé, sans facteur de risque de BLSE, on met quand même de la niclin. On fait C3G à niclin pour justement le spectre. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais les preuves de bithérapie sur le choc septique, ce n'est pas sur la fameuse synergie dont tout le monde parle, synergie, bêta-lactamine, aminosine. C'est surtout par rapport au spectre. C'est le spectre qui tue les patients. Si on ne traite pas, c'est comme ça qu'ils meurent plus. Et donc, en fait, c'est surtout sur le spectre. Et donc, vous voyez qu'une BLSE,
c'est ça qui nous oblige à utiliser l'amicacine. C'est un mécanisme d'acquisition de résistance qui est plus compliqué pour la bactérie. On pourra toucher un mot après. Ensuite, là, face à ce type de… Donc, on sait que c'est une Klebsiella aerogenes et il a cet antibiogramme. Et il n'y a pas de hook là. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Quel mécanisme de résistance? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous choque en premier lieu? C'est la merde. Ouais, il peut y avoir plusieurs mécanismes, effectivement. Et effectivement, c'est la merde parce que on a plus beaucoup d'armes possibles contre cette bactérie. C'est vrai que je n'ai pas demandé si vous avez vu la boîte avant ou la lecture interprétative, mais voilà. Donc, effectivement, il y a une résistance au carbapénème chez cette entérobactérie, donc on est embêté. Et donc là, il y a plusieurs mécanismes pour vous donner un peu, pareil, prendre la base de ce qu'a dit Florian pour agrémenter dessus. Il y a l'hyperproduction de céphalosporinase plus imperméabilité, donc c'est possible, d'accord? Parce qu'on a dit Klebsiella aerogenes, groupe 3. Donc, groupe 3, céphalosporinase, elle peut déréprimer et avec plein de mécanismes d'imperméabilité, être résistant au carbapénème, etc. Ça, c'est possible. La BLSE avec de l'imperméabilité, de la même façon, d'accord? Et surtout les carbapénémases. Donc, carbapénémase, le problème majeur, c'est que c'est aussi plasmidique. Donc, c'est pareil, ça va se transmettre. C'est vrai qu'on isole les isolements contact un peu renforcés contre les BHRE. D'accord? Voilà. Un autre exemple de Klebsiella, mais pneumoniae. Là aussi, qu'est-ce que vous en dites? C'est la merde aussi. Donc, carbapénémase. Et donc, en fait, je voulais vous mettre un petit mot sur les techniques de dépistage des résistances, parce que c'est important de savoir comment on va identifier une carbapénémase. Comment on va identifier une carbapénémase? Les techniques les plus, on va dire, les plus fiables, c'est qu'on va essayer de les classer, comme vous avez pu voir, les différents types. Vous vous rappelez la A, B, C, D. Donc ça va vous permettre de réfléchir déjà, est-ce que c'est cohérent, d'où ça vient, et ensuite, quelles sont les armes que vous pouvez utiliser. Parce que vous avez vu, c'est des pénases qui sont de profils différents. Donc, les tests colorimétriques, ça c'est surtout, les plus connus, c'est le bêta-lactate test. Vous avez déjà demandé ça? Ou la PLP2A dont on va parler sur les grammes plus. Mais c'est un test colorimétrique, c'est-à-dire qu'on met une céphalosporine synthétique avec la bactérie, et la céphalosporine est accrochée avec un fluorochrome. Chrome. Donc, si elle est dégradée, ça change de couleur. D'accord? Donc, ça, c'est testé pour savoir si c'est une BLSE. D'accord? Parce que c'est une céphalosporine. Donc, si ça détruit la céphalosporine, on pourra détecter cela. Les méthodes de chromatographie, mais ça, j'en parlerai pas forcément. Et maintenant, les PCR. D'accord? Et donc, les carbapénémases, on les teste effectivement par PCR pour savoir dans quoi on les classe. Parce que ça va donner directement les solutions thérapeutiques. Et donc, si on détecte le gène KPC, hop, on sait que c'est une classe A. D'accord? Si on détecte NDM, on sait que c'est une classe B. D'accord? Métallobêta-lactamase, c'est encore plus la merde. Par contre, si c'est une OXA48, voilà, on verra l'antibiogramme, on pourra voir les solutions thérapeutiques. D'accord? Et là, c'est ce que je vous ai mis. Donc, là, c'est tout ce qui est plein, c'est les résistances. Et les vides, c'est ce qu'on peut mettre potentiellement chez ces entérobactéries qui ont ces gènes de résistance. D'accord? Et donc, les carbapénémases, juste pour vous donner un ordre d'idée, en France, mais c'était déjà en 2016, donc ça a déjà beaucoup évolué. Il y avait initialement par la migration aux A48, et on verra, c'est la diapo juste suivante, par la géographie, on a été beaucoup exposé aux A48 au début, mais on va voir que l'émergence de résistance, ça va être de plus en plus compliqué, des KPC ou les NDM. Et donc, en fait, c'est très géographique, parce que ces carbapénémases, en fait, elles ont émergé dans différents endroits, à des endroits où la politique des antibiotiques est plus ou moins différente, c'est-à-dire, l'une des plus connues, c'est la NDM, d'accord, la New Delhi métallobactamase, qui, en fait, en Inde, je ne sais pas ceux qui sont déjà allés en Inde, mais vous pouvez aller au supermarché acheter des carbapénèmes.
d'acheter des carbapenem, hop, vous soignez, bon, bah, j'ai une angine, hop, je prends des carbapenem, bah, je vais mieux. C'est un super antibiotique, comme l'a dit Florian. Et donc, en fait, le force de consommer ces antibiotiques, bah, c'est sûr qu'on va sélectionner. Les bactéries sont très, très malignes, elles ont un mécanisme, elles sont plus anciennes que nous, elles acquièrent, enfin, l'acquisition de résistance, elles y connaissent. Et donc, c'est comme ça qu'a émergé cette résistance NDM, donc, qui est difficilement contrôlable et donc qui s'est répartie. Donc, Asie, beaucoup NDM, vous voyez que maintenant, il y en a un peu partout, donc c'est plus vraiment vrai. Oxa 48, beaucoup Maghreb, donc on comprend pourquoi c'était un problème majeur au début. KPC, très américain, d'accord, très américain, mais du coup, un patient qui a été hospitalisé dans un endroit, bah vous allez, c'est pour ça que quand ils ont été hospitalisés dans un endroit avec une forte prévalence de carbapenemase, bah on fait les prélèvements BHRE, d'accord. Voilà, de toute façon, c'est vrai que je mime le geste, mais c'est pas forcément vous qui le faites. Donc voilà. Donc c'est le rationnel, c'est pour que vous puissiez identifier ces gènes de résistance. C'est-à-dire que si vous savez qu'un patient, une patiente vient d'Inde, ben voilà, vous allez dire ah bah je suis embêté parce que c'est en termes de probabilité, c'est plus probable que ce soit une NDM. Et donc l'impact thérapeutique, parce que c'est ça que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce que je vais mettre face à une bactérie comme ça où l'antibiogramme répond au TOR. Et donc, bah, ceftazidime, comme je vous ai dit, là, l'Oxa 48, la carbapenemase, on va dire gentil entre guillemets, de classe D, bah, quand elle n'a pas de BSE associé, bah, hop, tranquille, vous mettre de C3G. D'accord. Là, méthylvoltamase, donc par définition, le pio-Viv, hein, d'abord, on peut l'appeler comme ça, le gène Viv, par exemple, bah, on peut mettre la stronam alors qu'il y a une carbapenemase. Ça, c'est sympa quand même, une carbapenemase, mais on va voir que très vite, on se la grille. Ensuite, ceftazidime, avibactam, on voit que c'est une alternative pour pas mal de carbapenemase quand même, parce que c'est un très bon inhibiteur de bêta-lactamase. En revanche, classe B, que ce soit avec ou sans BSE, c'est grillé. Donc, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On ne peut pas traiter celle-là avec les alicestat. Et en fait, vous voyez que celles dont je ne voulais pas parler au début, en fait, elles apportent finalement peu, en tout cas en Europe ou en Asie. Surtout chez les Américains, c'est comme ça que ça a été développé, parce que chez les classes A, les KPC, bah, ça rétablit une sensibilité. Et ensuite, bah, le céphidérocol, c'est vrai que j'en avais touché un mot, bah, c'était un peu, c'est vrai que c'est très à la mode. Vous en entendrez sûrement parler, c'est parce que ça a rétabli, vu que c'est un mécanisme différent d'action et d'entrée dans la bactérie, bah, c'est sexy. C'est-à-dire que finalement, ça rentre et donc c'est efficace. Pour faire, c'est vrai que je n'ai pas effacé les trucs, mais en gros, pour savoir s'il y a une NDM ou une BSE, il y a plusieurs tests microbiomes, mais ça, je vais passer, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les méthylvoltamases et les groupes B, il y a aussi des alternatives avec des antibiotiques qui ne sont pas des nouveaux antibiotiques. Enfin, avec des nouveaux antibiotiques, mais sans céphidérocol, par exemple. Et donc, le Zavicefta, donc le ceftazidime avibactam, on a dit que c'était résistant. Et en fait, c'est résistant, mais il y a une association qui est très intéressante que vous pourriez proposer pour flamber quand vous tombez devant une entérobactérie de ce type-là. Bah, on peut utiliser l'association, la synergie sur ces méthylvoltamases du ceftazidime avibactam et la stronam. D'accord? Parce qu'on avait vu que les méthylvoltamases, si elles n'ont pas de BSE, hop, elles restent sensibles à la stronam. Et en fait, c'est quand elles ont en plus une BSE que c'est plus sensible à la stronam. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut inhiber comme quel inhibiteur on connaît qui bloque la BSE? On l'a dit tout à l'heure, c'est le nouveau inhibiteur, l'avibactam. Et en fait, c'est la synergie entre l'avibactam et la stronam qui va rétablir la sensibilité de ces méthylvoltamases aux antibiotiques. Ça vous semble clair? C'est pour ça que c'est important pour qu'on avance progressivement sur les mécanismes de résistance pour que vous sachiez un peu les alternatives thérapeutiques. Et donc, ceftazidime avibactam plus astréonam, c'est pour ça qu'on peut être amené à le prescrire pour traiter ces patients qui sont infectés par des bactéries NDM. OK? Ça va? Ça, c'est pour les entérobactéries. Ouais, j'ai perdu personne. Vous avez des questions déjà? Non, ça va. Un peu perplexe. Parce que maintenant, on va passer au Pseudomonas aeruginosa, le fameux PIO. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle PIO? En abus de langage, on l'appelle PIO.
Comment? Ah. En fait, c'est piocyanique. Ce n'est pas piogénèse. Piogénèse, c'est qui crée du pu. Et piocyanique, en fait, c'est effectivement, vous voyez sur la boîte, ça pousse vert, c'est plutôt vert, quoi. Parce qu'en fait, sur la gélo jaune, c'est déjà vert, bon, voilà. OK? Et en fait, ça vient de là, cet abus de langage qu'on utilise, mais qu'on devrait de moins en moins utiliser quand même. Donc, le pseudomonas, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est le germe par excellence en réanimation des infections nosocomiales. Non, ça, je pense que tu n'as aucun doute là-dessus. Vous avez forcément croisé un patient qui a été infecté par un pseudomonas. Et donc, c'est important de bien connaître cette bactérie qui n'est pas une entérobactérie. Vous voyez, on sort un peu du contexte entérobactérie parce que c'est un bacille gram négatif, certes, mais non fermentant. Et donc, ça rentre dans une autre case. Et on va voir que pourquoi c'est important. C'est parce que, en fait, c'est une bactérie qui est très intéressante, certes, mais très virulente. Vous avez forcément eu des patients qui sont morts d'une infection à pio. Et aussi parce qu'il y a plein de mécanismes de résistance. Donc, c'est vraiment le Rambo des bactéries. D'accord? Il arrive avec des mitraillettes et un gilet pare-balles qui est peu renforcé. D'accord? Donc, de base, céphalosporinase chromosomique indiquée. Donc, amox augmentin, c'est mort. Perméabilité, comme a dit Florian, elle, c'est encore pire. Cette bactérie, elle est encore plus résistante. Elle a déjà un gilet pare-balles sur elle. Donc, la perméabilité est déjà médiocre. Et en plus, elle peut faire plein de systèmes d'efflux. Et donc, ça, on va voir. Et donc, les résistances naturelles, donc, face à un pio, vous n'allez pas proposer une antibiothérapie par CF3G. D'accord? Parce que c'est d'emblée résistant. D'accord? Donc, on ne met pas de C3G, enfin C3G, ceftriaxone ou ceftriaxone, on ne le met pas. Et donc, c'est pour ça que souvent, quand vous arrivez face à un patient en état de choc septique, vous demandez est-ce qu'il est nosocomial ou communautaire? Parce qu'on sait que, vous voyez, l'épidémiologie, c'est vrai que on n'a pas insisté là-dessus, mais selon le caractère, vous voyez que la fréquence, l'incidence de telle ou telle bactérie, elle change. Et donc, en nosocomial, ce qu'on craint toujours, c'est l'infection à pseudomonas. Donc, c'est pour ça qu'on incrémente. D'où on dit il faut mettre de la tazo en nosocomial, il faut mettre du cefepime, parce que justement, ce qu'on craint, c'est les infections à des germes nosocomiaux type Pseudomonas aeruginosa, qu'on sait que ce ne sera pas résistant, pas sensible en tout cas à la céphalosporine. Donc, les mécanismes de résistance, vous voyez, il y en a plein. Donc là, ça fait un peu catalogue, mais c'est juste pour que vous ayez une notion qu'il y a plein de mécanismes différents. Sa céphalosporinase, l'acquisition de BLSE, les carbapenémases, les efflux, les modifications de porine. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Et donc, juste pour que vous ayez une notion, c'est les proportions qui viennent du CNR de chaque mécanisme de résistance. Et donc, en fait, les BLSE, ça ne représente pas beaucoup finalement chez les pseudomonas, les pios. Et c'est surtout leur céphalosporinase qui est déréprimée qui fait que c'est résistant à la ceftazidime. D'accord? Ceftazidime, comme l'a dit Florian, je ne sais plus si tu as dit, mais ceftazidime, elle a été inventée pour couvrir le pio par excellence. D'accord? Parce que justement, ce n'est pas sensible au ceftotaxime et ceftriaxone, donc la ceftazidime a été inventée pour justement couvrir le pseudomonas. D'accord? Et sauf qu'elle peut être résistante, et comment elle est résistante, c'est le plus souvent par les céphalosporinases déréprimées. Voilà. C'est simplement ça que je voulais vous dire. Ensuite, typiquement, je vous ai mis un pseudomonas producteur de carbapenémase, VIM. C'est 70% des carbapenémases chez le pio, c'est une VIM. Donc, je vous ai mis, j'insiste un peu là-dessus parce que comme ça, vous savez que s'il y a un pio avec un carbapenémase, ce que vous devez avoir comme réflexe, c'est regarder l'astroname, s'il est sensible ou pas. Parce que s'il est sensible, ça vous évite les nouveaux antibiotiques. D'accord? Vous pouvez mettre l'astroname qui est plutôt facile d'accès, la Zactam, et voilà, en plus sans allergie, donc croisée, réputée en tout cas sans allergie, croisée. Juste, j'ai mis la réponse. En tout cas, voilà. En tout cas, l'acquisition des résistances, elle est multiple. Et donc là, je vais faire un peu l'éventail des exemples pour ne pas être trop long, puisqu'on est déjà en train de déborder. Mais les flux TICAR, c'est classique. C'est pour ça que souvent, maintenant, c'est plus difficile de prescrire la TICAR,
mais on disait qu'on ne mettait pas de TICAR sur un pseudomonas. On ne met pas de TICAR parce que l'acquisition des flux à la TICAR est très fréquente. Et donc, on mettait plutôt la pipéracilline quand il était sauvage. D'accord, ça vient de là. Donc là, c'est les noms des mécanismes des flux. Je vais vous épargner les noms. Peut-être juste à voir, MEXA-B, MEXY. Donc ça, c'est quand c'est résistant au cefepime, le mécanisme le plus fréquent, c'est MEXXY. Ça, c'est vraiment pour flamber. Hein. C'est pas à retenir. Ensuite, les pompes à efflux. Donc les pompes à efflux, vous voyez, il y en a plein. Donc on ne va pas toutes les retenir. On ne va pas faire toute la liste. En revanche, on va en citer une qui est importante puisqu'elle touche spécifiquement les carbapénèmes. Donc, un pio avec une résistance, un antibiogramme de ce type-là, c'est quand même un peu bizarre, non? Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Donc, c'est sensible à la TICAR, sensible pipéracine. Ah, c'est bizarre, c'est sauvage alors. Et en fait, quand on regarde l'imipédème, c'est résistant. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est pour ça que, et c'est même en défaveur de l'utilisation de carbapénème en probabiliste d'emblée chez un pio, enfin, un patient nosocomial sans antécédents connus. C'est parce qu'il y a certains pios qui sont mutants au PRD, c'est-à-dire qui ont un mécanisme, en tout cas, de résistance au carbapénème. Voilà. Donc, les flux, un gros problème chez les pseudomonas. Et ensuite, effectivement, il y a l'accumulation des mécanismes de résistance. Et donc, je vous ai mis un peu par rapport aux mécanismes de résistance. Maintenant que vous arrivez à réfléchir sur la bactérie et comment on sait à peu près quel type de résistance c'est, quel antibiotique on va pouvoir mettre. Donc, AMP-C, on a dit, si c'est AMP-C seul, déréprimé, céphalosporinase déréprimé, ceftazilimab avec DAM, ça reste sensible, parce que ça inhibe la céphalosporinase. Mutant au PRD, ça reste sensible, puisque c'est la ceftazidim qui est efficace, donc ça reste sensible. Les flux, bon, il peut y avoir des flux, et par contre, méthylbromate, on a dit que c'était résistant. Là, ceftotazo, vous voyez que ça a un avantage, c'est que la nouvelle céphalosporine, elle n'est pas bien reconnue sur les flux. Donc, c'est pour ça que ceftotazo a une place dans le traitement des infections à pseudomonas, parce que c'est un spectre déjà un peu plus petit, puisqu'on a dit que ça ne touchait pas les MLSE, etc. Mais en gros, c'est un peu, sur le pio, c'est quand même un peu meilleur. Donc, c'est la place, en tout cas, du Zerbaxa actuellement. Et c'est Fidérocol, toujours. On a l'impression que c'est la panacée, mais en fait, il y a déjà des acquisitions de résistance. Et donc, là, pour résumer cette partie entérobactéries et pseudomonas, donc les PGN en gros, selon les résistances que vous avez identifiées, le mécanisme de résistance, vous allez pouvoir mettre tel ou tel antibiotique. Et ça, c'est le but que vous en sortiez, c'est que vous arrivez en stage, vous puissiez savoir quoi mettre, surtout quand vous êtes de garde, plus ou moins les gardes de seniors, vous savez quoi mettre comme antibiotique pour lutter contre ça.